Merci de nous rejoindre sur Radio Mali à Bamako, il est 13h. Le journal Ibrahima Traoré. Lutte contre le terrorisme, développement ou encore défense des intérêts des populations, objectif de l'AES, Alliance des États du Sahel, qui a été mis sur place hier par les chefs d'État du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Colonel Assimi Goïta a signé la charte qui institue justement cette alliance hier en compagnie de ses homologues du Burkina et du Niger, en présence ici à Bamako des ministres en charge des affaires étrangères des deux pays. Nous ferons le point dès le début de cette édition du contenu de cette charte avec Mamari Koné. Dans cette édition également, nous parlerons de cette rencontre des directeurs des 26 académies d'enseignement du Mali qui se trouvent actuellement à Bamako pour une journée d'échange sur les préparatifs de la rentrée scolaire édition 2023-2024. De quoi s'agit-il concrètement? Koumba Sissé nous expliquera. L'invité de ce 13h dimanche est Abdul Bakou Abdurrahman, directeur général adjoint des routes. Il nous parlera des conclusions des états généraux de l'entretien routier des assises qui viennent de se tenir à Bamako. À suivre toute l'actualité internationale dans cette édition. Et puis le journal des sports, ce sera avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Quel est le menu de cette page des sports ce dimanche? L'actualité sportive est dominée par le football, notamment les compétitions africaines des clubs. En Coupe CAF, le Stade Malais de Bamako joue cet après-midi au stade du 26 mars contre l'Aigle Noir de Burundi. C'est dans le cadre du match aller du dernier tour des préliminaires. Toujours dans ce même registre, en Ligue des Champions, l'AS de Bamako a été battu ce samedi à domicile 3-0 par le FC Nouadhibou de Mauritanie. Nous parlerons également de la finale de la Supercoupe Colonel Assimi Goïta, édition 2023. L'actualité des sports, rendez-vous dans une vingtaine de minutes avec Famourou Djourté à ne pas manquer. Et puis, le monde célèbre ce 17 septembre la journée mondiale de l'arthrose, une maladie articulaire, la maladie articulaire la plus répandue au monde. C'est le sujet de Focus Santé de ce dimanche. Ce sera avec Barakissa Ouattara en fin du journal. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement tout de suite. Les détails. Unis pour la défense, unis pour défendre une cause commune, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé hier l'AES, Alliance des États du Sahel. Les trois pays entendent établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle au bénéfice des populations. Le président de la transition et ses homologues du Burkina Faso et du Niger ont signé hier la charte de création de cette alliance. Que dit essentiellement ce document? Suivant ce propos, le chef de la diplomatie malienne, Abdoulaye Diop, il est au micro de Mamari Koné. L'objectif visé par la charte est d'établir une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle aux parties contractantes. Les parties contractantes mettront en place ultérieurement les organes nécessaires au fonctionnement et mécanismes subséquents de l'Alliance et définiront les modalités de son fonctionnement. Les parties contractantes s'engagent à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes et la criminalité en bande organisée dans l'espace commun de l'Alliance. Les parties contractantes œuvreront en outre à la prévention, la gestion et au règlement de toute rébellion armée ou autre menace portant atteinte à l'intégrité du territoire et à la souveraineté de chacun des pays membres de l'Alliance, en privilégiant les voies pacifiques et diplomatiques et en cas de nécessité à user de la force, toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres parties et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle ou collective. L'agression comprend également toute attaque contre les forces de défense et de sécurité de l'une ou plusieurs parties contractantes, y compris lorsque celles-ci sont déployées à titre national sur un théâtre d'opération en dehors de l'espace de l'Alliance. Les parties s'engagent à ne pas recourir entre elles à la menace, à l'emploi de la force ou à l'agression, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'une partie. À ne pas faire de blocus des ports, des routes, des côtes
ou des infrastructures stratégiques d'une partie par les forces armées. Ne pas, à partir d'un territoire mis à la disposition par une partie, perpétrer des attaques ou des agressions contre une autre partie ou des États tiers. Les décisions de l'Alliance sont prises à l'unanimité des États parties. Le financement de l'Alliance est assuré par les contributions des États parties. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, hier face à la presse, donc après la signature de la charte du Liptako gourmand instituant donc l'Alliance des États du Sahel, une charte signée hier donc par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, et ses homologues du Niger et du Burkina Faso. Également dans l'actualité ici à Bamako, les directeurs de 26 académies d'enseignement du Mali sont dans la capitale malienne pour une journée d'échange sur les préparatifs de la rentrée scolaire 2023-2024. Cette rencontre avec ces acteurs de l'éducation permet de toucher du doigt les réalités du terrain, une initiative du ministère de l'Éducation nationale. Koumba Sissé. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2023-2024, le ministre de l'Éducation nationale rencontre les directeurs des académies d'enseignement du Mali. Objectif, mieux préparer cette réouverture des classes. Dr Amadoussi Savané, ministre de l'Éducation nationale. Ce sont eux qui font que l'éducation marche. L'éducation, ce n'est pas seulement le cabinet du ministre de l'Éducation nationale. C'est l'intérieur du pays, c'est tout ce qui nous font remonter les informations, c'est-à-dire qui nous font remonter la réalité du terrain et du pays. Au cours de la rencontre, le responsable de chaque académie doit faire le point des préparatifs au niveau de sa localité. Ibrahim Zakatouré, directeur de l'Académie d'enseignement de Saint. Il y a des activités en amont, des activités en aval et les activités pendant. Donc les activités classiques, tout est fait. Maintenant, il s'agit tout simplement d'envoyer des correspondances par rapport à la feuille de route pour une meilleure gestion de l'école et pour engranger des résultats probants. On a souvent des menaces vers Tomia jusqu'à Mandiakoy souvent, mais avec la synergie d'action avec les collectivités, les légitimités, la population, les portions de bonnes ressources et surtout l'administration centrale, on arrive à gérer les problèmes. Pour mieux réussir la rentrée des classes, certaines difficultés doivent être résolues. Elles sont principalement d'ordre logistique, personnel et sécuritaire. Bamako vient d'abriter les états généraux de l'entretien routier. Ces assises ont permis de réfléchir aux stratégies de renforcement de l'entretien de nos routes. On en parle avec l'invité de ce 13h dimanche, Abdelbakou Abdourahmane, directeur général adjoint des routes. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Touré. Monsieur Traoré, monsieur Traoré, dire. Alors, qu'est-ce qui a motivé l'organisation de ces états généraux ici à Bamako? Avant de parler des motivations, je voudrais quand même remercier le ministre de transport et des infrastructures qui m'a vraiment permis de venir aujourd'hui parler de ces au niveau de votre chaîne. Effectivement, la motivation est venue, ce que, comme vous le savez, il y a plus de 20 ans, il y a eu des réformes dans le secteur des infrastructures routières. Et ces réformes, quand même, ont abouti à la pression des travaux d'entretien routier. Parce qu'avant, c'est l'État qui faisait les travaux en régie. Mais depuis 2000, là, c'est les entreprises privées qui font ces travaux-là. Donc il fallait quand même s'arrêter à un moment donné pour faire vraiment le point de évaluer cette réforme. Et c'est pourquoi, à la réunion annuelle du service de route de 2022, il a été vraiment recommandé de tenir les états généraux de l'entretien routier. Et le ministre vraiment a traduit ça en acte concret depuis le mois d'avril 2023 à travers une décision qui a créé une commission chargée de l'organisation des endroits. Alors, l'entretien régulier des routes a toujours été une véritable problématique. Les vraies questions ont-elles été posées sur la table cette fois-ci? Effectivement, l'objectif même de l'exercice, c'était vraiment d'établir le diagnostic d'abord de l'entretien routier, d'identifier les problèmes et de trouver les solutions pour préserver vraiment le patrimoine routier et puis améliorer aussi la qualité des travaux. Parce que nos concitoyens sont de plus en plus exigeants par rapport à la qualité de nos routes. Très bien. En quelques mots, quel est le véritable problème de nos routes? Le véritable problème de nos routes, aujourd'hui, comme vous le savez, nos routes, la majorité a dépassé l'âge de conception de ces routes-là. Donc nous avons un réseau de vieillissant qui a plus de 20 ans d'âge. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse avoir les impacts de l'entretien routier, il faut mettre ce réseau à niveau.
C'est pourquoi on a proposé quand même dans les recommandations de faire vraiment d'élaborer un programme de l'application de ces routes-là pour mettre le réseau à niveau et puis faire l'entretien périodique et puis voilà. Pour voir un peu l'impact parce que le réseau aujourd'hui n'est pas éligible à 100% l'entretien courant. Ce que nous on fait vraiment, ce n'est pas des travaux qui peuvent maintenir le réseau dans un bon état de satisfaction pour les usagers. Est-ce que l'État a ses moyens? Si bon, l'État va trouver les moyens. L'État a les moyens, il y a les moyens intérieurs et puis il y a aussi la partenaire technique et financier aussi qui nous accompagne. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'atelier, les assises ont recommandé quand même de faire une table ronde de barres de fonds pour qu'on puisse financer vraiment l'entretien périodique et puis la réhabilitation des routes. Au-delà de cette table ronde, qu'est-ce qui a été recommandé autre que cette table ronde pour vraiment que ces assises et leur impact réel sur les routes? Non, les principales recommandations, en tout cas, il y en a eu beaucoup. Mais moi, en tout cas, le plan, comme vous le savez, aujourd'hui, l'entretien routier commence très tard. Et généralement, c'est pour le moment que les travaux commencent. Donc là, vraiment, on a recommandé, il y a une circulaire que Mme le ministre avait signée depuis février 2022 et qui donne vraiment des délais par rapport à tout ce que programmation, début des travaux. Et dans cette circulaire-là, le début des travaux, c'est le 28 février de l'année N. Donc il faut que les travaux puissent commencer depuis au plus tard le 1er mars, qu'on puisse commencer les travaux d'entretien routier pour éviter les problèmes récurrents qu'on a par rapport à la saison de pluie. Ça, c'était vraiment une forte recommandation. L'autre recommandation aussi par rapport, c'est le financement aussi. Le financement, nous on a des besoins, c'est la direction générale qui exprime les besoins en termes d'entretien routier. Nous avons des besoins qui varient entre 100 et 120 milliards par an. Mais le fonds d'entretien routier qui finance l'entretien routier, à peu près à peine 30%, elle couvre ces besoins-là. Donc là, on a demandé de rehausser un peu la dépense du gaz routier sur les produits pétroliers, de le ramener à 60 francs le litre, qui est un minimum dans la sous-région au niveau de l'Imois. Très bien. Voilà. Alors, quels sont les mécanismes qui sont mis en place pour exécuter concrètement les conclusions issues de ces assises? Donc, par rapport à ça, moi, je sais que dès la semaine prochaine, je sais que Mme le ministre va prendre un acte pour mettre en place un comité de suivi de ces recommandations. Donc, on va faire un plan d'action avec les activités, les échéances, et puis évaluer aussi les coûts aussi, parce qu'il y a des activités pour lesquelles il faut des coûts. Et puis aussi citer aussi les responsables des services qui doivent suivre ces recommandations-là. Donc, il y aura un plan d'action qui va être fait dès la semaine prochaine, et puis un comité sera mis en place pour le suivi de ces recommandations. C'est une première, hein? Ces assises. Doit-on s'attendre à d'autres assises du genre pour vraiment que les Maliens aient finalement de très bonnes routes? Effectivement, c'est le primaire du genre. Sinon, il y a eu les états généraux du PTP, mais par rapport à l'entretien routier, c'est la première fois qu'on fasse des assises comme ça. 20 ans après les réformes, effectivement, il faut vraiment remercier le ministre qui a vraiment été très pragmatique en faisant un acte le mois d'avril pour mettre en place la commission de relation de ces états généraux. Voilà, maintenant, les impacts, c'est sûr qu'en tout cas, l'objectif principal de ces assises-là, vraiment, c'est il faut que tout ce qui a été fait comme recommandation, qu'on puisse les mettre en œuvre. Sur combien de temps? Bon, pour le mois, comme je l'ai dit, on va faire un plan d'action il y a des actions qu'on peut les faire tout de suite. Il y a des actions qu'on peut les faire aussi à court, moyen et long terme aussi. Voilà. Mais il y aura un plan d'action qui va essayer de faire cette séquentielle là par rapport aux recommandations. Parce que sur la finalité, c'est pour que vraiment on puisse avoir des travaux de qualité, pour que les usagers vraiment qui payent l'argent par rapport à cette route-là puissent se sentir vraiment satisfaits de ce que nous faisons. Un dernier mot, un message particulier à lancer à l'endroit des usagers, de tous ceux qui vous écoutent en ce moment? Bon, les usagers de la route, effectivement, nous comprenons un peu leurs préoccupations. Effectivement, aujourd'hui, le réseau routier est dans un état très avancé. Et en tout cas, en termes de statistiques, nous, on a un réseau routier qui est bon à peu près à 40%. Et passable à mauvais 60%. Donc, effectivement, le problème est vraiment là. Donc, nous, l'État, avec les moyens que nous avons essayé d'optimiser vraiment les ressources que nous avons pour que les travaux que nous faisons là soient des travaux de qualité. Donc, on va être très exigeant par rapport à la qualité des travaux au niveau des entreprises de travaux et des bureaux d'études. On va vraiment essayer d'être rigoureux dans l'application vraiment des marchés et des contrats qui nous unissent, notamment en termes de personnel et de matériel qui doivent mobiliser conformément aux marchés qu'ils ont signés, pour qu'on ait vraiment des travaux de qualité pour répondre un peu aux besoins légitimes de nos concitoyens. Abdul Bakou Abdourahmane, je rappelle que vous êtes directeur général adjoint des routes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Ok, merci. Partons à La Havane, au Cuba, où le sommet du G77 plus la Chine s'est achevé hier. Des représentants d'une centaine de pays, dont le Mali, étaient présents pour ce sommet extraordinaire ayant pour thème le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation dans le développement. L'inégalité mondiale
a été le maître mot de ce sommet et cette attitude a été fortement dénoncée lors des prises de parole, n'est-ce pas, Fouzeni Tounkara? Effectivement, lors de ce rendez-vous à La Havane, plusieurs pays orateurs ont évoqué les inégalités mondiales mises au jour par la pandémie de Covid-19 et la nécessité de réduire la dette des pays les plus pauvres pour financer la transition climatique. Pour le président brésilien, la gouvernance mondiale reste asymétrique. Il estime aussi que les Nations Unies, le système de Bretton Woods et l'Organisation mondiale du commerce perdent leur crédibilité. Pour lui, l'heure n'est pas à la division, mais plutôt au renforcement des revendications à la lumière de la 4e révolution industrielle. Enfin, pour Lula da Silva, la révolution numérique et la transition énergétique sont deux transformations majeures en cours qui ne peuvent être façonnées par une poignée d'économies riches. Dans leur déclaration finale, les membres du G77 plus Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer l'unité du groupe pour consolider son rôle dans l'arène internationale. Ils ont réitéré la nécessité urgente de réformer au fond l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus inclusive et plus coordonnée. Le sommet du G77 plus Chine, formé par des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui représentent 80% de la population mondiale, avait débuté vendredi à La Havane. Le groupe créé en 1964 par 77 pays compte désormais 134 nations. La Chine a participé comme acteur interne. La délégation malienne était conduite par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Colonel Abdoulaye Maïga s'est exprimé hier en réaffirmant l'engagement du Mali à coopérer avec l'ensemble des partenaires dans le strict respect des principes qui guident désormais l'action publique au Mali. Je vous propose un extrait de son intervention. Le Mali souscrit pleinement à l'esprit et à la lettre du thème retenu pour ce sommet extraordinaire de la Havane, à savoir, je cite, les défis actuels du développement, le rôle de la science, de la technologie et de l'innovation. Fin de citation. Il nous appartient d'œuvrer à plus de justice dans la diffusion de la science dans le monde. Je voudrais dire toute la volonté du Mali à coopérer pour un développement des sciences afin de faire face aux défis du développement durable. Notre pays, sous le leadership du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, entend inscrire la recherche au rang de ses priorités nationales. À l'instar de mes préopinants, nous saluons la résilience du peuple cubain soumis à un embargo injuste et appelons à y mettre un terme. Dans le même ordre d'idées, j'ai le regret de vous informer que les mesures d'embargo similaires sont conçues et exécutées par des organisations africaines contre des populations africaines. En effet, la décision souveraine de prendre son destin en main a valu au Mali 7 mois de sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, alors même qu'elles ont assisté en spectateurs à la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sahel. À l'analyse, il est important de souligner que ces organisations qui ont perdu le nord ainsi que la boussole, c'est le cas de le dire, ont réédité leur triste exploit au Burkina Faso et le font actuellement contre le peuple frère du Niger sous la pression d'entités extérieures. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'insécurité au Mali reflète notre triste réalité qui est celle de l'implication active de la junte française au service de l'obscurantisme dans la promotion du terrorisme au Sahel. À titre de rappel, depuis le 15 août 2022, le Mali a introduit auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies une demande pour présenter à l'opinion des preuves accablantes contre elle. Au nombre des actions récentes hostiles de cette junte contre le Mali, nous pouvons citer notamment des manœuvres illégales pour retarder ou empêcher le traitement de nos demandes de financement dans plusieurs institutions financières, ou encore la libération de terroristes dans la zone des 3 frontières, en dehors de tout cadre judiciaire et à l'insu des États du Sahel, pour perpétrer, bien entendu, plus d'actions terroristes. À ce sujet, nous constatons que les récents soubresauts terroristes ont une corrélation avérée avec ces libérations extrajudiciaires de terroristes. En dépit de cette adversité inédite contre le Mali et la crise en Ukraine, l'activité économique tirée par le secteur agricole, notamment la production de coton, les activités minières extractives, le lancement de nouvelles industries et la reprise des activités de certaines industries en difficulté devraient enregistrer un taux de croissance moyen s'élevant à 5,3% en 2022 et 2023. Intervention du ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, colonel Abdoulaye Maïga, à la Havane, au Cuba, hier, au sommet du G77 plus la Chine.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé hier l'Union européenne de chercher à se détourner de son pays alors que les négociations d'adhésion entamées en 2005 sont au point mort depuis des années. Il a dû rester évoquer l'éventualité d'un abandon de ce projet de la part de la Turquie. On en parle avec vous. Nouhoum Sissoko, bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Alors vous suivez ce dossier pour 13h dimanche. Peut-on parler de menace de rupture stratégique de la Turquie? Ce n'est pas la première fois que Recep Tayyip Erdogan met l'Union européenne au défi d'enterrer les négociations d'adhésion avec la Turquie. Mais avant ce samedi, jamais il n'avait menacé aussi clairement d'y mettre fin lui-même, en accusant l'UE de s'éloigner de la Turquie. L'UE cherche à se couper de la Turquie. Nous conduirons notre propre évaluation et nous pourrions nous séparer de l'UE si besoin, a déclaré le président turc. Il était alors interrogé au sujet du dernier rapport du Parlement européen, paru en début de semaine, qui a estimé une fois de plus que le processus d'adhésion ne pouvait pas reprendre dans les circonstances actuelles. Pour que les négociations d'adhésion reprennent, il y a des critères très clairs qui devront être pris en compte, liés notamment à la démocratie et à l'état de droit, avait prévenu le commissaire hongrois Oliver Várhelyi en visite à Ankara le 6 septembre dernier. Alors, Nouhoum Sissoko, est-ce une menace à prendre véritablement au sérieux? Si elle n'étonne pas de la part du président turc, ces déclarations interviennent toutefois dans une période où la Turquie essaie plutôt de relancer sa candidature, selon des observateurs. Depuis sa réélection en mai dernier, Tayyip Erdogan a affirmé plusieurs fois que l'adhésion demandée depuis 60 ans restait l'objectif de son pays. Il est encore tôt pour dire si ces propos préfigurent une rupture stratégique entre la Turquie et l'UE ou s'il s'agit d'un coup de bluff de Tayyip Erdogan pour pousser les Européens à prendre une décision ou à avancer sur d'autres sujets de tension avec la Turquie, comme celui des visas Schengen. La Turquie est toujours officiellement candidate à l'UE. Elle a déposé sa candidature en 1987 à la Communauté économique européenne et en 1999 à l'Union européenne. Cependant, les négociations d'adhésion entamées en 2005 sont à l'arrêt depuis plusieurs années. Ibrahima Traoré. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Nouhoum Sissoko. En Libye, au moins 11 300 personnes sont mortes à Derna dans les inondations. Une catastrophe occasionnée par la tempête nommée Daniel qui a frappé la ville dans la nuit de dimanche à lundi dernier. Plus de 10 000 personnes restent portées disparues, laissant le pays dans une situation humanitaire sombre. Les explications avec vous, Lassina Keita. Au moins 11 300 personnes sont mortes et 10 100 restent portées disparues dans la seule ville de Derna, dans l'est de la Libye, ravagée il y a près d'une semaine par des inondations, selon un bilan publié par un organisme de l'ONU qui cite le Croissant Rouge libyen. L'information a été donnée par le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA. Les inondations ont par ailleurs fait au moins 170 morts dans d'autres endroits de l'est de la Libye, a-t-il ajouté. Un bilan lourd avec une situation humanitaire sombre. La tempête Daniel dans sa course a entraîné la rupture de 2 barrages en amont, provoquant une crue de l'ampleur d'un tsunami le long de l'Oued qui traverse la cité. Elle a tout emporté sur son passage, ce qui fait d'abord réagir le ministre de la Santé de l'administration de l'Est de la Libye, Othman Abdel Jalil, avec un bilan de 3252 morts. Ensuite, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans un communiqué avait affirmé que les corps de 3958 personnes avaient été retrouvés et identifiés et que plus de 9000 personnes étaient toujours portées disparues. Actuellement, la ville manque d'eau potable qui provoque l'empoisonnement d'au moins 55 enfants par la consommation d'eau polluée. Sous les décombres des quartiers dévastés, des dizaines de corps sont sortis et enterrés chaque jour. Selon les témoignages d'habitants, la plupart des victimes ont été ensevelies sous la boue ou emportées vers la Méditerranée. Sur le terrain, Ibrahima Traoré, la fouille continue pour retrouver les corps chaque jour, mais le travail reste difficile car il faut dégager des tonnes de boue qui ont recouvert une partie de la ville. Des secouristes sont obligés d'utiliser des pelles pour rechercher des corps dans des bâtiments détruits. Une autre entrave aux travaux, c'est le chaos politique qui prévaut dans le pays depuis la mort de Mohamed Kadhafi en 2011 avec 2 gouvernements rivaux, l'un à Tripoli-Ouest reconnu par l'ONU et l'autre dans l'Est.
Les autorités ont indiqué avoir entamé par ailleurs le difficile processus d'identification et de recensement des corps dont plusieurs centaines avaient été enterrés à la hâte les premiers jours. Il faut signaler une forte mobilisation internationale pour aider la Libye à se remettre après ces désastres. Merci beaucoup, Lassina Keita, pour tous ces détails. Et puis, une semaine après le séisme au Maroc, le dernier bilan fait état de plus de 3000 morts. Les autorités marocaines ont engagé un vaste plan de relogement. Nous déplorons également plus de 2000 blessés et plus de 300 000 sans-abri. 50 000 habitations sont touchées par ce séisme. Dans l'actualité internationale également, le conflit soudanais ne baisse pas en intensité en 5 mois. Plus de 5 millions de personnes ont été déplacées par les combats. Parmi elles, près de 420 000 Soudanais ont trouvé refuge au Tchad voisin. Nouvelle hausse à la pompe pour les Kenyans. Le carburant a atteint des prix records cette semaine. Une hausse de 22% sur un an pour l'essence, alors que les Kenyans sont déjà confrontés à une crise du coût de la vie qui touche de nombreux produits de base en hausse depuis un an, l'électricité, le sucre, les haricots. À cela s'ajoutent de nouvelles taxes et une dépréciation du shilling, c'est la monnaie kenyane, de nouveaux tarifs qui passent mal pour les Kenyans. À New York, plus de 140 dirigeants sont attendus pour l'Assemblée générale de l'ONU qui commence la semaine prochaine. En amont de cette assemblée, une réunion qui n'avait pas eu lieu depuis 4 ans est convoquée ce dimanche entre ces dirigeants, une tripartite entre l'ONU, l'Union africaine et l'Union européenne. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a quitté ce dimanche à bord de son train blindé l'extrême-orient russe, c'est en direction de la frontière nord-coréenne. C'est du moins ce qu'ont rapporté les agences de presse russes après une visite en Russie entamée mardi dernier. L'actualité des sports dans quelques instants. Les sports, c'est avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour Ibrahima Traoré. Du football d'abord avec les compétitions interclubs de la CAF. En Coupe de la Confédération, le Stade malien accueille ce dimanche l'Aigle Noir du Burundi au stade du 26 mars. Oui, la rencontre s'inscrit dans le cadre de la manche aller du deuxième et dernier tour des préliminaires de la Coupe de la Confédération. Notre équipe de reportage, conduite par Salif Diakité, a assisté à la dernière séance d'entraînement du Stade malien de Bamako à Sotiba. Suivant. La dernière séance d'entraînement du Stade malien est marquée par la mise en place des schémas tactiques. Les Blancs de Bamako, qui accueillent dimanche l'Aigle Noir du Burundi pour le compte de la manche aller du dernier tour qualificatif de la Coupe CAF, préparent cette double confrontation dans un bon état d'esprit. Sekou Sek, entraîneur du Stade malien. Les joueurs sont hyper motivés. Je pense qu'ils sont fin prêts pour faire face à cette rencontre, même si on a quelques difficultés parce que en réalité, les entraînements et les matchs font deux. Franck Tchessé, capitaine du Stade malien. J'ai jamais vu jouer l'adversaire, mais il y a notre coéquipier qui nous fait part un peu, qui les suit un peu. Voilà, à chaque fois, il nous fait part de comment l'adversaire joue et on arrive à voir un peu les trucs sur les réseaux. Et c'est là, en tout cas, nous situe un peu pour pouvoir se comporter ce dimanche face à l'adversaire. Pour le compte de cette manche aller, le Stade malien espère réaliser le carton plein à domicile. Sekou Sek, entraîneur du Stade malien. Les moins déjà ici de se donner la chance de pouvoir passer, c'est tout. Donc on va mettre tous les moins de notre côté ici. Au complexe sportif Fé Fousseni Diarra de Sotiba, fief du Stade malien, la motivation se trouve à tous les niveaux. Les responsables du club entendent tout mettre en œuvre afin de passer ce cap. Agibouba, président de la section football. Tout est fait, on a tout mis en œuvre pour ce match et là on est en train même de préparer la manche retour pour ce match aller aussi. Tout est calé. Tombeur de Watanga FC du Libéria au précédent tour avec 7 buts inscrits contre 2 encaissés, le Stade malien affiche un visage rassurant dans tous les compartiments de jeu. Voilà, Stade malien, Aigle Noir, c'est cet après-midi à 16h30 au stade du 26 mars. Un match à suivre sur la radio nationale et son réseau synchronisé. L'AS Real s'est incliné à domicile hier samedi devant le FC Nouadhibou de Mauritanie en Ligue des Champions. Oui, mauvaise opération de l'AS Real de Bamako. Les Scorpions ont été battus par 3 buts à 0 par le FC Nouadhibou de Mauritanie.
Le Real rate donc l'occasion de prendre l'avantage à domicile. Nuhu Djane et ses joueurs doivent impérativement s'imposer par 3 buts d'écart au match retour en Mauritanie pour espérer accéder à la phase de poule de la Ligue des Champions. Le résumé de la rencontre avec notre reporter Siragatou Sissé. Soirée compliquée pour l'AS Real de Bamako. Les Scorpions sont piégés à domicile 3-0 par les Mauritaniens de FC Nouadhibou. Les visiteurs déroulent comme dans leur jardin au 37e par Oumar Mangane, 72e et 82e minute par le même joueur Sidi Bouna Amar Sidi Amar pour un doublé. Un ressort est cassé dans cette équipe de l'AS Real. Noum Gane, entraîneur de l'AS Real. Ça fait partie du métier. Vous avez parlé du mental. Moi, je pense que je vais éviter de parler d'une nouvelle équipe. Réellement, la majorité de ces joueurs-là, c'est la première fois de jouer aussi à ce niveau. Le FC Nouadhibou a gagné la bataille de Bamako. Lopez Garay Arid, entraîneur de FC Nouadhibou. Because in front of us, we have a very good team. Il y avait un adversaire de taille en face. Après, le Real avait eu des occasions pour changer la donne du match. Mais on ne sait pas ce qui se passe avec le football, c'est comme ça. On avait un bon gardien qui était dans son jeu et des bons joueurs. Don't say what happened in the game because... Le match retour est prévu à Nouakchott le 1er octobre. L'AS Real ira défendre ses couleurs pour tenter de rendre la monnaie au FC Nouadhibou. L'AS Real de Bamako piégé donc à domicile par FC Nouadhibou de Mauritanie. L'équipe de Ségou à présent, parlons foot toujours, mais cette fois-ci chez nous. L'équipe de Ségou a remporté la Super Coupe Colonel Assimi Goïta, édition 2023. Oui, les joueurs de la Cité des Balanzans ont gagné par 4 tirs au but réussis contre 3. Le score était d'un but partout à l'issue du temps réglementaire. La cérémonie de clôture de l'édition 2023 de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta était présidée par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, que je vous propose d'écouter. Le président de la transition voulait lancer des messages à la jeunesse malienne et aux Maliens. Vous rappelez sa célèbre phrase « Je suis jeune, si j'échoue, c'est la jeunesse qui aura échoué ». Ça voudra dire que nous sommes condamnés à réussir. Paraphraser donc, je vais réussir avec la jeunesse. Ça c'est le premier message. Donc que les jeunes se mobilisent pour réussir tout ce qu'ils entreprennent. Le deuxième message, c'est à l'ensemble du peuple malien. Ces matchs constituent un véritable canevas de brassage de toutes les populations du Mali. Personne n'a regardé de quelle région on vient, on regarde comment les joueurs jouent. Et je crois que l'objectif du président a été largement atteint. Voilà, ainsi prend fin l'édition 2023 de la Super Coupe Colonel Assimi Goïta avec le sacre de l'équipe de Ségou face à celle de Bamako, une édition que la région de Koulikoro a eu l'honneur d'abriter. Merci beaucoup Fabrou Djourté pour toutes ces informations sportives et du sport à la santé dans quelques instants. Focus Santé. Le monde célèbre ce 17 septembre la journée mondiale de l'arthrose, la maladie articulaire la plus répandue au monde. C'est une maladie liée au vieillissement, mais aussi à des facteurs génétiques et des maladies comme le diabète, l'obésité. Comment prévenir l'arthrose? Quels sont les traitements adéquats? On en parle dans Focus Santé, une réalisation de Baraki Sawatara. L'arthrose ne concerne pas que les personnes âgées. Certains sportifs sont aussi touchés. De plus en plus de sujets jeunes font aussi la maladie avec par exemple l'utilisation abusive des téléphones, des ordinateurs. Pour dire que l'arthrose est une usure des articulations ou un excès de pression sur les articulations. Professeur Idrissa Amadou Sissé, chef du service de rhumatologie au CHU du Point J. L'utilisation que nous faisons de nos articulations, les dockers, les gens qui portent les bagages sur la tête, ils vont faire de l'arthrose du cou ou des épaules, plus que par exemple le footballeur dans l'arthrose des genoux, le basketteur l'arthrose des chevilles. Quand on fait du tennis, c'est pas exactement pareil. Généralement chez nous, la cambrure et le poids est un critère de beauté, d'aisance dans le monde féminin. Et ça, malheureusement, sur la colonne vertébrale, ça a des incidences et ça facilite les usures. En effet, le cartilage est le tissu protecteur qui recouvre l'extrémité des os. Chez les personnes souffrant d'arthrose, le cartilage se détériore, ce qui entraîne un frottement des os de l'articulation. Conséquence, la destruction de l'articulation de l'homme.
Dr Ibrahim Souri Pamanta, rhumatologue au CHU du Point J. C'est au niveau du genou, ça peut conduire vers une arthrose destructive qu'on peut peut-être obligé de mettre une prothèse. Et si c'est au niveau des rachis lombaires aussi, ça peut user carrément le cartilage et souvent on peut mettre des ostophytes parce que ça fait comme des pointes souvent au niveau des os qu'on appelle des ostophytes. Et ces ostophytes peuvent aller en postérieur et comprimer souvent la racine. Et quelquefois on est obligé d'aller vers les neurochirurgiens pour opérer. Et on ne comprend pas, ce n'est pas la hernie discale seulement qu'on opère, même des arthroses postérieures. Donc quand l'ostophyte va en postérieur et que ça comprime un peu la racine, ou ça comprime la racine, on est obligé d'aller opérer. L'arthrose peut donc atteindre toutes les articulations, car plus une articulation est mobile, plus elle a des risques de faire de l'arthrose. Les symptômes peuvent varier d'une personne à une autre, mais le plus courant est la douleur. Professeur Idrissa Amadou Sissé, chef du service de rhumatologie au CHU du Point J. La douleur survient généralement pendant les mouvements, parce que c'est le frottement, c'est la mobilisation de l'articulation qui le fait. Selon les individus, selon le contexte, selon des maladies associées, quand on a de l'arthrose, on peut avoir des douleurs au repos. Mais généralement, c'est des douleurs quand on se met en mouvement ou quand on est en mouvement. Le traitement consiste à réduire les douleurs et à maintenir la mobilité articulaire. Dr Ibrahim Souri Pamanta, rhumatologue au CHU du Point J. Il faut agir sur les facteurs qu'on peut agir. Il y a des facteurs qui sont modifiables. On ne peut pas modifier l'âge, mais on peut modifier le surpoids. Donc, si on a un surpoids, c'est de diminuer le poids. Conséquemment, et si on fait des activités intenses qui peuvent entraîner l'arthrose, il faut les arrêter. Donc c'est toutes ces mesures qu'il faut faire qui accompagnent le traitement et puis on a un léger mieux. L'arthrose peut altérer de façon importante la qualité de vie tant sur le plan professionnel que social et familial. La meilleure façon de le prévenir est de lutter contre les principaux facteurs de risque qui sont notamment le surpoids, les traumatismes articulaires. Focus Santé. Et c'est ce numéro de Focus Santé qui m'a fait à ce 13h dimanche que j'ai eu le plaisir de vous présenter avec à la mise en ligne Cheikh Abdul Aziz Koulibaly, à la mise en onde Bintou Traoré. La réalisation est assurée par Lassine Keita, à la coordination éditoriale Bourama Traoré. Retrouvez dans quelques instants Koumba Sissé dans Rétro 7, la rétrospective de l'actualité de la semaine. Et à 19h30, la grande édition du soir. Excellent moment de radio en notre compagnie. Au revoir.